Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale éducation des enfants en Israël. Alors, comme la plupart des gens le savent, une fois passées les problématiques économiques qui sont réelles quand on arrive en Israël, eh bien, c'est l'éducation des enfants. C'est très compliqué, c'est vrai que c'est un sujet brûlant. Et pour nous aider aujourd'hui, Daniel Israël, qui est chef d'entreprise, et qui représente surtout aujourd'hui, qui est responsable de Ner Ya'aleh. Ner Ya'aleh, c'est une association extraordinaire qui est basée à Jérusalem, qui a aidé il y a 15 ans justement Daniel Israël à s'intégrer au moment où il a fait son alia, et évidemment à qui il a voulu rendre l'appareil, et aujourd'hui donc c'en est le responsable, avec derrière une présence très forte et très méritoire, très belle de la rabbinite Chana Ovadia, avec justement cette volonté d'aider au cas par cas, de comprendre les enfants et d'essayer de les orienter vers la meilleure école, justement pour pas qu'il y ait trop de brouillon, d'accord, avant d'enfin comprendre là où on doit arriver. Et toujours avec nous, bon, Hachem, depuis Montréal. Alors là, on va voir, parce qu'on vous a testé sur beaucoup de sujets raves, et on va... J'hésite encore avec des sujets de physique un peu compliqués, machin, mais là on va voir comment vous vous en tirez, parce que la réussite de l'éducation de ses enfants en Israël, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu en Israël, mais qui a quand même beaucoup d'enfants, Nara, on va voir. Bezrat Hashem, c'est le défi de ce soir. Et donc pour commencer, si Dieu veut, est-ce que vous pourriez, j'allais dire Rav, mais est-ce que, Monsieur Israël, vous pourriez nous faire un panorama succinct du système éducatif israélien? Très bien. D'abord, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Très bien. Alors, on va dire qu'il y a 4 grands courants en Israël au niveau de l'éducation. Vous avez le Mamlarti. Le Mamlarti, c'est l'école publique d'État qui n'a aucun enseignement religieux. Vous avez ensuite l'enseignement Mamlarti Dati. Donc Mamlarti, ça correspond à rien au niveau pour un religieux public français. Sauf peut-être l'école publique. Oui, c'est ça. C'est l'école publique. C'est ça. D'accord. Mamlarti Dati, c'est l'école publique avec des juifs. Ça, c'était le Mamlarti. Mamlarti. D'accord. Maintenant, j'en suis au Mamlarti Dati. C'est aussi une école publique, mais avec un enseignement de matières religieuses. Vous avez le 3e courant, qui est le courant Torani. Combien de matières religieuses, est-ce que vous pouvez quantifier en termes de nombre d'heures par jour, par Non, semaine? ça dépend vraiment des écoles. Okay. Ouais. Le 3e courant, c'est le courant Torani. Le Torani, c'est des écoles dans lesquelles on fait beaucoup du kirouf, du renforcement des familles qui s'y trouvent, renforcement au niveau religieux. Et puis le dernier courant, c'est le courant Haredi, donc des écoles orthodoxes avec des directions orthodoxes. Voilà, je voudrais préciser que, en fait, dans chacun de ces courants, on n'a pas le temps de s'étendre trop, mais il y a une grande variété d'écoles avec beaucoup de nuances, et il est important, en fait, pour un Français qui arrive en Israël, qui ne connaît pas toutes ces nuances et tous ces choix possibles, de bien se faire conseiller. Au niveau de l'enseignement qu'on peut y trouver, vous allez trouver des écoles avec le bac ou sans le bac, des écoles dans lesquelles qui mènent ou non à la yeshiva, on va dire. Le panorama est vraiment très large aujourd'hui. Beaucoup d'écoles se sont développées. J'ajouterais qu'au niveau du Chol et du Kodesh, et également des midot, des valeurs humaines, il est important de faire ses choix parce que ça dépend grandement de l'école, de chaque école. Au niveau de l'armée, il faut en parler aussi. Certaines écoles mènent l'armée ou au Shirut Leomi pour les filles, ou au Nachal Haredi, ou alors il y en a d'autres qui mènent pas forcément vers l'armée, on va dire. D'accord. En fait, le monde orthodoxe conduit en général à la yeshiva, avec une faible place pour le chol, pour les matières profanes, en tout cas à partir de 14 ans. Et en face de ça, d'autres systèmes dans lesquels la part de chol ou de sionisme, d'accord, on parle un peu plus a plus de poids. Oui, ceci dit, on trouve beaucoup chez les Français la volonté d'avoir un très bon niveau au niveau Kodesh, mais également de faire des études jusqu'au bac, donc d'obtenir le bac. Et il existe des écoles en Israël ça menait de front les deux. D'accord. Qui est un peu sur le modèle Merkaz HaTorah voilà, ou l'école juive de Villeurbanne, etc. Oui. D'accord. Rav Kremezi, est-ce que... vous voulez compléter un peu ce panorama ou ça vous plaît? Je pense que c'est important. Vous avez relevé un point sur l'école Mamlarti. C'est une école publique avec des juifs.
Ce qui veut dire, c'est que quand on est dans des pays comme la France, l'Amérique du Nord, où on a des écoles goy, où on a des goïms autour de nous, il est encore facile à des parents de faire une distinction claire entre le juif et le non-juif. Ça veut dire que mon voisin s'appelle Steven, Johnny, François. Donc, les parents à la maison sont capables d'avoir encore une éducation traditionnaliste et de garder certaines valeurs. Quand on arrive en Israël et que tout le monde s'appelle Yosef, David, Shlomo, Cohen, Lévi, Israël, sans faire de jeu de mots, il nous est très difficile en tant que personne de pouvoir encore donner la moindre éducation, même traditionnaliste, vu qu'en face de nous, non seulement on a des personnes qui ne sont pas religieux, mais on trouve aussi des courants anti-religieux et anti-Torah. Ça veut dire que ce n'est pas de la neutralité, mais très souvent on peut trouver certains courants qui vont être même à l'encontre de la Torah. Donc certains parents disent, bon, en France, je suis dans une école publique, je vais retrouver le même système d'école publique en Israël. Je pense qu'il est un homme averti en vaut deux. Il faut avertir les parents qu'en Israël, ce n'est pas seulement du public, mais ça peut aussi très facilement tourner vers même de l'anti-Torah et de l'anti-valeur que des parents se sont mis à inculquer à leurs enfants, même un minimum de valeurs qui pour les fêtes, les traditions juives normales, ou en Israël, dans certains courants, on va à l'encontre de ça en pensant que nous avons un État et je n'ai rien besoin. Donc je pense que c'est important à relever ce point. Pour la petite histoire, j'étais il n'y a pas longtemps dans un avion et juste à côté de moi, il y avait un comme ça qui avait un petit garçon, vraiment un bébé, quoi, quelques mois, cheveux longs, etc. Je lui dis, c'est votre premier, machin. Et j'étais en train d'essayer de voir s'il avait fait le Pidyon Aben, moi. Et donc je lui dis, est-ce que ça fait. Il m'a dit, ouais, c'est le premier, ils avaient l'air hyper heureux, c'est le premier garçon, etc. Je lui dis, vous êtes Cohen, vous êtes Lévi? Il me dit, non, non. Je lui dis, l'accouchement c'était bien, etc. Il me dit, ouais, très bien, etc. Je lui dis, mais vous l'avez fait? Vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle le Pidyon Aben, racheter son. Il m'a regardé, il m'a dit, quoi? Il m'a dit, ni Pidyon Aben, ni Brit Mila. Et je lui ai dit, non, sérieusement? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, chez nous, pour pouvoir rentrer notre enfant dans le Gan où il est, il ne faut pas être circoncis. C'est la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que celui qui est circoncis ne peut pas mettre ses enfants là-bas. Donc vraiment, ça existe, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils ne se rendent pas compte. Alors certes, il ne faut pas du tout noircir le tableau. Certes, aujourd'hui, il y a un mouvement extraordinaire de tchouva en Israël, que pour des raisons de finesse politique, Bibi ne se fait plus un discours sans placer un pasouk de Ishaya qu'on lui prépare à l'avance. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie... Et il y a énormément de familles qui viennent en Israël avec plein de bonnes intentions sionistes, etc., et qui s'effondrent littéralement au niveau religieux, quoi. Alors maintenant, la question qui est très très importante, c'est ce qui revient un petit peu, auquel on tourne, d'accord, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, c'est est-ce que finalement un juif français qui arrive avec tout plein de bonnes intentions en Israël va être obligé de se définir, et que finalement peut-être que la première définition va passer par le choix de l'école. Effectivement, je dirais que tout juif a le devoir de se définir, qu'il soit en Israël ou ailleurs, mais il se trouve que la société israélienne nous force à nous définir. Parce qu'ici, on a affaire à une société qui est morcelée, on a besoin de se définir dans tel ou tel milieu, et ça nous est imposé par la société. Et alors qu'en France, on n'y est pas soumis. On choisit une école par rapport au niveau scolaire ou par rapport à l'enseignement qu'on veut donner à nos enfants, et surtout pour conserver une identité juive de manière générale. Alors qu'en Israël, lorsqu'on vient s'installer, on choisit un milieu social qui va être aussi un milieu identitaire, lorsqu'on choisit son école. Et donc il est important de faire les bons choix pour savoir comment seront nos enfants dans 10 ans ou dans 20 ans. Comment vous expliquez ça, Rav Kremisi, que ça soit si clanique en Israël? Si sectaire, on va appeler ça. Sectaire, c'est clanique. C'est sectaire, à savoir, tout d'abord, il faut savoir que en Israël, les courants sont extrémistes. Nous avons, si vous allez en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, je ne connais pas trop la France, ça fait longtemps que je suis parti. Je n'ai jamais rencontré des juifs anti-juifs. Je me suis jamais fait insulter de sales religieux en France. Au Canada non plus, peut-être des fois par des goïms sales juifs. Mais je me rappellerai toujours, en Israël, j'avais 18 ans, et je sors dans la rue, et je me fais insulter de sales religieux. Ça m'a profondément blessé. J'ai attrapé la personne et je lui ai dit, je viens de France, jamais on m'a traité de sale juif,
je suis peiné qu'un de mes frères me traite de sale religieux. Il était tellement touché, la personne m'a attrapé, il s'est excusé, on s'est embrassé et on a passé un moment extraordinaire. Je lui ai même payé une pizza dans un restaurant à Yerushalayim pour lui faire montrer qu'on n'était pas si pire. Donc d'abord, il faut savoir qu'en Israël, il y a des courants extrêmes. Il y a des juifs religieux, il y a des juifs qui sont anti-juifs et anti-religieux. Donc à partir du moment où on a des courants extrêmes, il est obligatoire d'être capable de devoir faire certains choix. Alors, Daniel Israël, ce qui ressort malheureusement de cette Panorama. de ce sectarisme forcé, c'est que finalement le choix du quartier va être aussi critique dans l'éducation des enfants. Et comment, à Neryalet, vous rentrez aussi dans cette problématique? Alors, le choix du quartier est primordial comme le choix de l'école. Je dirais qu'il faut d'abord choisir son école avant de choisir son quartier. Ah, pour vous, c'est le choix de l'école qui va dicter le choix du quartier? Oui. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Il est connu aujourd'hui qu'il y a une délinquance importante chez les jeunes francophones à Netanya. Alors, bien sûr qu'il est important de choisir son quartier à Netanya si on veut l'habiter là-bas, mais ce choix, il s'impose à tous à partir du moment où on veut venir en Israël. Dans chaque ville, il est important de choisir son quartier. Deuxième point, il est important également de choisir... Chez vous, et là, dans votre association, vous avez une vision, vous travaillez que sur Jérusalem, ou vous avez une vision sur tout le pays? Non, on travaille sur tout le pays, avec des relais un peu sur tout Israël, une dizaine de personnes. Ah, super. Le deuxième point que je voulais développer, c'est le choix de la communauté. Donc on a choisi un quartier, ensuite il y a des communautés. Il s'est développé beaucoup de communautés francophones, chaleureuses, un peu sur le modèle de ce qu'on connaît en France, et qui donc peuvent être un bon tremplin et une bonne base pour une intégration en Israël. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui tentent justement le saut dans le grand bain tout de suite, de se couper complètement d'un milieu français. Oui. Ça vous recommandez ou... Non, je ne recommande pas parce que on a besoin d'être soutenu quand on arrive en Israël. Il y a un certain nombre d'épreuves qui font que le monde qu'on a connu en France est différent de celui d'Israël. À partir de là, on peut perdre ses repères, on est complètement fragilisé et on a besoin de soutien. Et en termes religieux, vous pensez qu'on est finalement contraint d'augmenter quand on vient de France? Sinon on chute? Je vous dirai ce que m'a dit le Rav Sitruk, que j'ai consulté il y a 15 ans lorsque j'ai fait mon alia. Vous fréquentiez quelle communauté à Paris? Ah, j'étais au Mans. Ah, au Mans? Ouais. Ça fait... J'espère que vous avez été beaucoup épaulé quand vous êtes arrivé. D'accord. Vous savez ce que c'est le Mans, Birlal, Rav Kremezi? Oui. Mon père était grand rabbin de la Normandie à Caen. Ah là là, je vais vous laisser, je me sens de trop. Et ma voisine est la fille du rabbin de Mans d'il y a 45 ans. Rabbin du Mans. Oh. Moi, je connais juste les 24 heures là-bas. Ok. Donc on l'avait consulté à l'époque avec mon épouse et alors on lui avait dit la couleur de la kippa, les écoles disent comme ça, c'est comme ça. Il a dit écoute, quand tu viens en Israël, il faut choisir de monter une marche. Si on ne choisit pas de monter une marche, on risque d'en descendre beaucoup. Effet. Ça c'était Rav Sitruk. Voilà. Matimlo. D'accord. Et Rav Kremezi. Ouais. Je voudrais juste dire quelque chose. Ouais. Vous savez qu'il y a eu il y a un an une grande Va'adat HaRabbanim, une grande réunion mondiale de tous les rabbanim en Amérique, en Europe, à savoir sur le judaïsme français qui vient en Israël. Le rabbi de Satmar, le rabbi qui nous a quittés de ce monde, le rabbi de Skolen, beaucoup les Rosh Yeshivot de l'Écoud ont fait une Va'ada internationale, à savoir sur le judaïsme français, où il y a une énorme aliyah vers Israël, Baruch Hashem, ceux qui peuvent réussir en Eretz Israël. C'est beaucoup calmé. Il y a énormément de soucis auprès de la communauté Chachamim de notre génération, de cette communauté francophone. D'après les Chachamim, nos sages nous disent, et disent encore aujourd'hui, que la communauté la plus vulnérable de se perdre en Israël est la communauté francophone. Il n'y a pas eu de Va'ada pour les Américains, il n'y a pas eu de Va'ada pour les Anglais. Mais il y a eu une Va'ada pour la Aliyah francophone. Et d'après ce que j'ai parlé avec le Rav Salomon et beaucoup d'autres rabbanim, les Français sont très influençables. Et quand ils arrivent en France, c'est parmi
eux qu'on arrive un peu à leur faire croire un petit peu des verres pour des pas mûrs, et on arrive un peu à leur faire passer ce qu'on veut, et ils sont très vulnérables. Et c'est pour ça qu'une association comme M. Daniel Cohen que vous avez est extraordinaire, parce que vraiment, quand on reçoit les appels au téléphone, les gens se sentent perdus. Et ce qui leur manque le plus, c'est qu'en France, ils vivent en communauté. Un rave, une choule, des amis. Et quand ils arrivent en Israël, ils se sentent totalement insignifiants, perdus, un numéro dans une société, et ils ne sont pas capables véritablement de retrouver cette chaleur communautaire, et ils sont un petit peu perdus, et là, ils essayent un peu tout et un peu n'importe quoi, et malheureusement, beaucoup d'entre eux se perdent leur éducation, perdent leur point de repère, et leurs enfants le ressentent énormément, et arrivent malheureusement à faire des choses que les parents n'auraient jamais pensé et même imaginé que leurs enfants, en arrivant en Israël, seraient devenus ce qu'ils sont devenus. Je pense qu'il est important à tous nos auditeurs, ceux qui nous voient sur le web, à cette émission, de comprendre l'importance de faire ses choix avant même de venir et de comprendre les difficultés et de savoir les solutions que Eretz Israël apporte avec les organismes pour faire ces bons choix-là. Je voudrais rajouter un point sur ce qu'a dit le Rav Kremisi et rebondir, dresser ici le portrait d'une famille type qui fait l'Alia. On a aidé 1300 familles, alors qu'elles soient des anciennes Olim ou alors des nouveaux Olim. En tout cas, on a vu souvent, malheureusement, des familles qui, après l'Alia, ont effectivement des problèmes de Parnassa. Ils sont occupés par l'Ulpan, puisqu'ils ne maîtrisent pas la langue. Ils sont occupés par les difficultés administratives, parce qu'il y en a en arrivant en Israël, on vient dans un autre monde, et les enfants sont casés dans des écoles. Alors on imagine que ça se passe bien, mais les enfants, eux, s'intègrent très vite. Et ils sont à leur jeune âge très influençables. Et ce qui fait que tout ça, ça crée une situation dans laquelle les parents ne voient pas forcément ce qui se passe, et après quelques mois, la direction les appelle en hébreu, en leur disant, écoutez, ça ne se passe pas bien du tout pour vos enfants, et là ils découvrent que les enfants ont pu quitter un chemin. Il est facile pour un juif en France de protéger ses enfants parce que naturellement les milieux sont protégés. Et en arrivant en Israël, tout le monde est juif, tout est ouvert, il peut y avoir des dangers. Au Mans, ça devait être super protégé au Mans. On était très protégés. Rabbi Yossi Ben Kisma, dans les Pirkei Avot qu'on lit maintenant, nous dit qu'il faut bien choisir son voisin. Et en Israël aussi, il peut y avoir des mauvais voisins. Il faut en avoir conscience. Sauf qu'en Israël, on a l'obligation de les aider à devenir des bons voisins. N'est-ce pas, après-midi? Je pense que nous avons en tant qu'adultes, mais je ne pense pas que c'est le rôle de nos enfants. Je pense que d'abord on doit protéger nos enfants, et quand notre famille est bien installée et bien protégée, alors on peut faire rentrer quelqu'un chez nous pour le protéger. C'est important de faire comprendre à beaucoup de monde qu'on peut faire beaucoup de travail en tant qu'adulte, mais nos enfants ne sont pas encore assez solides, très souvent, pour pouvoir accepter cette fragilité qui vient de l'extérieur, à part chez les Chabad, à part dans le monde Chabad où ils ont une capacité extraordinaire de pouvoir s'adapter et de pouvoir rester solides, une bracha particulière du Rabbi. Ils peuvent être n'importe où et recevoir n'importe qui à la maison, et Baruch Hashem, ils réussissent, mais on ne parlera pas de ça, mais il en reste que, je pense, quand on fait la Aliyah en Eretz Israël, important, comme M. Daniel Israël l'a fait mention cette fois-ci, de bien choisir où on veut habiter, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le résultat qu'on veut faire, et aussi se projeter dans l'avenir, comme vous l'avez mentionné, à savoir la yeshiva, le monde, qu'est-ce qu'on attend de nos enfants pour pouvoir par la suite faire des bons choix et des choix éclairés et ne pas subir certaines conséquences des choix qu'on a fait. Juste dernier point. Pour finir sur un point positif quand même, il est formidable de faire son aliyah. C'est une mitzvah de la Torah. Et lorsqu'on voit ses enfants épanouis, qui réussissent à l'école, alors les parents sont heureux. En général, on fait son aliyah parce qu'on va projeter ses enfants et la vie de toute sa progéniture en Israël. Et lorsqu'on les voit épanouis, alors on est heureux. On a le sentiment d'avoir réussi son aliyah. Ouais, donc vous dites que c'est encore plus engageant ce que vous dites. C'est-à-dire finalement, si c'est ça finalement la jauge, d'accord. Alors encore plus, il faut investir au démarrage pour pas se planter dans le chemin. Tout à fait. Alors, et c'est la question que je vous pose, Rav Israël. Un des grands points de friction, d'angoisse, pour pas dire plus, des parents français, c'est de dire, ok, pourquoi pas le monde orthodoxe, mais il faut quand même un métier. Il faut quand même qu'il soit un bon orthodoxe avocat.
même si avocat, c'est pas, il y en a tellement en Israël que c'est peut-être pas conseillé, mais qu'il soit, voilà, qu'il soit un bon trader dans les diamants, mais en ayant fait la yeshiva. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien qu'il fasse une bonne start-up en passant par le Ternion, en étant orthodoxe. Ce que vous en dites. C'est ça le problème. C'est le sujet difficile pour les Français. C'est pourquoi on n'est pas capable, finalement, d'avoir les deux. Je rebondis sur la première question qui a été posée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel panorama d'écoles en Israël qu'il est possible effectivement d'avoir un bon enseignement de Kodesh avec un bon enseignement de Chol qui s'accompagne. D'accord, ça existe aujourd'hui pour vous. Ça existe, oui. Et il y a des écoles. Maintenant, le problème, c'est le rythme. Ça veut dire, est-ce que... pour moi, je vois deux sujets. Et là, je voudrais se répondre. Je vois le problème du rythme. C'est-à-dire qu'en fait, on veut tellement pas sacrifier au Kodesh que finalement les enfants ils finissent à 10h du soir, 11h du soir pour terminer. Et deux, la question d'être mal vu dans le monde orthodoxe. Et là, on en revient à Kremezi, à notre sujet de la dernière fois. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait le bac pour certains dans le monde orthodoxe, c'est pas bien vu. Effectivement, c'est peut-être trop rare à Kremezi de répondre. Ceci dit, moi je reste sur ma position qu'il existe des écoles où on peut faire un bon niveau de Chol et un bon niveau de Kodesh. Peut-être que c'est ça l'apport des Français en Israël. Ces écoles se sont développées ces dernières années. Grâce aux Français, vous dites? Oui. D'accord. Netanya, à Jérusalem. Donc vous essayez de faire des merkaz à Torah, des choses ce style-là en Israël, quoi. Oui, il y en a. Je ne dis pas, ce n'est pas forcément une bonne solution pour tout le monde, parce que certaines familles préfèrent aller directement dans des écoles israéliennes pour être complètement intégrées. Ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais ça fait partie du panorama. Il y a des écoles avec le bac, sans le bac, bon niveau de Torah, sans Torah du tout même. Le choix est très large. D'accord. Rav Kremezi, ce que vous pensez de cette angoisse entre Chol et Kodesh? Tout d'abord, je pense que avant de choisir Chol et Kodesh, il faut savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir. Ça veut dire si on veut devenir un Ben Torah, alors on choisit les yeshivas. Si on veut devenir un homme qui a du Chol, et je pense que c'est ça que les Chachamim ont peur dans la génération du judaïsme français. Les Américains, quand ils arrivent dans un pays, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, eux, ils ont peur de personne. Ça veut dire, eux, ils ont leur establishment, eux, ils ont leur façon de penser, et ils s'installent et ils créent. C'est des bâtisseurs. Ça veut dire que si eux, ils vont penser... Et ils ne bougent pas du tout de leur façon de penser, c'est ça qui est intéressant. Si vous voyez, par exemple, en Amérique, le nombre de séminaires anglophones américains qu'il y a... Au Canada, vous voulez dire? Ça veut dire qu'eux, ils sont arrivés, ils ont installé leur séminaire, ça parle en anglais, ça parle pas en hébreu, ils ont leur programme, ils avancent, et ils disent un petit peu au système israélien, mets-toi de côté, nous les Américains, on arrive. Ça veut dire qu'ils ont créé un système dans un système, et d'un côté, ils n'ont pas voulu s'intégrer. À l'inverse du juif français, c'est qu'il est moins baptisé, avec le respect que je dois à nos auditeurs, et ils essayent de rentrer dans un système que je ne suis pas sûr qui est à leur demande. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le nombre de Français et le nombre d'associations, je pense que les Français devraient arrêter d'essayer de faire et de rentrer dans le système israélien. Ils devraient savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français que pour eux, les études de Kodesh sont aussi importantes que les études de Chol. La langue, il n'y a pas à s'inquiéter. Les enfants sont capables d'apprendre 1, 2, 3 langues à un certain âge très rapidement. Donc on devrait avoir des écoles francophones où on pourrait avoir du Kodesh de qualité en finissant midi, 1h, en finissant pas comme en Israël à 3h, mais en finissant à 5h, avec une volonté à l'intérieur de pousser par exemple pour 1 an de yeshiva, comme la yeshiva d'Aix-les-Bains le fait, comme toutes les écoles américaines, elles poussent après la 12e année d'aller en Israël, de faire du Koul au Kodesh. Il ne faut pas avoir peur de nos convictions. Je pense que d'après, sans vouloir m'aventurer et de vouloir froisser personne, je pense qu'il manque un petit peu de bâtisseurs francophones avec des visionnaires qui veulent créer un système qu'il va accepter, qu'il y a en France énormément de personnes, que pour eux, avoir la possibilité de faire du Chol est important. Et donc, on créerait un système, une école, qui serait un petit peu à la mode Yeshiva d'Aix-les-Bains, avec des rabbanim, avec du Kodesh, une fila, shachit, mincha, ma'ariv, et du Kodesh de qualité le matin, et du Chol l'après-midi. Et arrêtons d'essayer de rentrer dans un système qui... Alors, après-midi, je mets 3 bémols. 3 bémols à ce que vous avez dit pour connaître un peu le système de l'intérieur. Premièrement, les fonds français, c'est pas les fonds américains.
Deuxièmement, la plupart des gens qui viennent en Israël, que ce soit en séminaire, à la yeshiva, des Américains, ils y viennent que pour un temps limité. Donc du coup, cette idée de ne pas se disloquer pour après, parce que de toutes les manières, ils repartent, et c'est l'immense majorité, ça explique aussi le fait qu'ils n'ont aucun intérêt à investir dans de l'hébreu ou à investir dans un truc. D'accord ? Et troisième point, c'est vrai que la mentalité juive séfarade, d'accord, c'est une mentalité baïchanite, où les gens ils sont plus dans un truc d'aller suivre les rabbinim, et de se fondre dans un moule. Daniel Israël, vous voulez rajouter quelque chose? Un point. Vous savez qu'à Mir, par exemple, il y a des Beth Midrash entiers en anglais, où il y a des rabbinim qui donnent des shurim en anglais. Je voulais simplement ajouter qu'il existe des nouvelles écoles françaises en Israël, avec des directions qui sont très bien. Elles offrent elles offrent un encadrement francophone dans des écoles dans lesquelles on trouve également des Français, également des Israéliens. C'est souvent une bonne option. Ouais, ça peut être un bon avec tremplin. Un bon enseignement de Chol et de Kodesh d'ailleurs. C'est des écoles récentes. Et c'est ce qu'a poussé Rav Citruc avec son gendre, etc. Voilà. Ouais. Juste une question, c'est très important pour nos auditeurs. Et justement, ça donne toute la valeur de votre action. Jusqu'où c'est possible pour une famille, d'accord, qui a mis son enfant en Mamlarti-Dati ou en Haredi, de le refaire passer derrière dans autre chose? Alors, on a expliqué au début que la société israélienne est morcelée. Il est possible de changer de camp. Ceci dit, ça pose des difficultés. On peut imaginer quand on est arrivé, qu'on a choisi son camp, c'est avec quelques difficultés qu'on peut changer de structure. Ceci dit, quand on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix, il faut, le reconnaître, et deux, prendre les mesures le plus vite possible pour pouvoir en changer. Puisque c'est possible, et on est souvent confronté à ce genre de cas. On aide aujourd'hui une grande partie de l'action de Neria Allé, c'est d'aider des Français qui se sont installés déjà en Israël et qui se sont rendus compte de leur mauvais choix au niveau des écoles. Donc du coup, on prend sa perte, mais vite. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Rav Kremezi, pour terminer avec notre émission du jour, quel grand conseil, vous qui écoutez beaucoup de familles, d'accord, notamment à travers les lignes d'écoute, quel grand conseil faut-il donner aux familles, vous donneriez, vous, aux familles françaises, pour réussir justement cette greffe éducative, pour celles qui font leur alia? Tout d'abord, je pense que l'un des grands problèmes, beaucoup de nos personnes qui font de la alia, ils sont un petit peu perdus quand ils arrivent, ils n'ont pas de structure et ils n'ont pas de communauté. Ils arrivent, ils se jettent dans une ville et ils arrivent là-bas, ils n'ont pas de choule ou prier, ils n'ont pas de rave, ils ne savent pas trop ce qui se passe et les enfants le ressentent. Quand souvent ils posent des questions au téléphone, à l'achi ou de conseils, je leur demande, avez-vous un rave? Non. Priez-vous dans une synagogue particulièrement? Non, je prie Shachrit le matin là-bas, Mincha là-bas, Arvit là-bas. Ils sont un petit peu perdus et à la moindre question, ils n'ont personne à qui demander. Ça fait beaucoup de peine de voir des gens bien, des gens qui ont de la grande volonté, mais malheureusement, ils ne se sont pas assez renseignés où habiter et savoir ce qu'il y a autour de eux en cas de difficulté. C'est rien de mal, vaut mieux prévenir que guérir. Donc se poser des questions en arrivant dans un quartier où il y a un rave, où il y a un rave francophone avec qui parler, où il y a une rabbinite pour ma femme qui peut venir, où il y a quelqu'un qui peut me donner. Savoir et rechercher un petit peu tout ce que j'aurais pu avoir besoin et que peut-être que je n'aurais pas besoin. Mais préparer ce genre de questions au moment où on va arriver. Numéro 1. Numéro 2, pas faire un grand pas et se croire parce qu'on a un passeport israélien qu'on est devenu israélien. La mentalité israélienne n'est pas la mentalité francophone. Et c'est des cas vraiment, et les parents ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas demander ce genre de comportement à leurs enfants. Donc faire des choses tout en, bien sûr, s'intégrant dans la société, mais ne pas oublier d'où on vient. Ne pas oublier que nos enfants, ils ont besoin aussi un temps d'adaptation, à savoir avec ce qu'ils ont fait, et être accompagnés, et comprendre qu'on a encore des besoins, on a encore des difficultés, et une bonne intégration dans un pays prend pas 2 ans, prend pas 5 ans, mais prend 10 ans.
D'après les recherches, ils disent qu'une personne devient un citoyen à part entière d'un nouveau pays et un immigrant véritablement reçu, que ce soit au Canada ou en Amérique ou au Mexique. Ils disent que ça prend 10 ans à une personne. Donc, je ne pense pas qu'Israël ne fait pas partie de cette étude-là, que ça prend du temps et on ne peut pas changer en une fois et en un moment automatiquement ce qu'on a fait. Et comprendre que plus les enfants sont avancés dans l'âge, plus les changements vont être difficiles et être à l'écoute de nos enfants, à l'écoute de leurs difficultés pour pouvoir réagir le plus rapidement possible à la place de subir les conséquences très souvent négatives et trop tard de nos choix que des fois, malheureusement, pourraient être trop tard. Et quand on prend tout ça à l'avance, alors je suis sûr qu'avec la bonne volonté, l'aide de la communauté... Et des bonnes filotes. Et vous ne m'avez pas laissé finir. Et à la fin de tout, je pense que Boré Olam, le créateur, Asher Ene Bat Tamid, qui regarde particulièrement Be'ashgacha Pratit, les citoyens de Eretz HaKodesh, c'est sûr qu'une personne a les munitions qu'il lui faut pour pouvoir réussir sa mission et sa volonté d'accomplir la mitzvah qui s'est donnée de Yishuv Eretz Israël. Razak. Daniel Israël, on vous laisse le mot de la fin. Je dirais que pour réaliser une greffe, pour reprendre votre image tout à l'heure, on a besoin d'un spécialiste. Alors, si vous avez des projets d'Alia, ou alors si vous êtes déjà en Israël et que vous voulez changer d'école, Neria Ale est là pour vous aider. C'est une association dont les services sont gratuits, à but non lucratif. Choisir son école, choisir son quartier, où habiter, la communauté que vous pourriez fréquenter, selon votre profil. C'est un conseil qui est personnalisé. On va vous écouter et ensuite vous proposer différentes options. Donc en tout cas, pour réussir la greffe, Neria Ale vous aidera. Mais en tout cas, beaucoup de filotes, beaucoup d'écoute des enfants. Et Be'ezrat Hashem, une très bonne alliée à tous. À très bientôt. Merci pour ce rabbin dans la cité. Merci Daniel Israël Cohen. Merci Israël Meir. À bientôt.